Eh ben salut Martial. Salut Simon. Bon, on va pas faire semblant, c'est bizarre de te voir de ce côté-là de la caméra et de l'interview, mais on va faire les choses bien et dans l'ordre, donc est-ce que tu peux te présenter déjà? Donc je m'appelle Martial Benoît, j'habite à Darnétal, je me considère aussi comme un Rouennais, je suis musicien, et voilà, j'ai 35 ans. Pas mal. Avant de passer au sujet qui nous intéresse le plus, moi j'aimerais bien savoir comment tu es devenu musicien de manière générale. Je suis devenu musicien à 19 ans, j'ai découvert le tin whistle par le biais d'autres musiques. Je m'y suis mis comme ça, en fait. Avant ça, j'ai fait un petit peu de musique, quand j'étais gamin, j'ai testé un peu la guitare, j'ai pris 2-3 cours, j'étais pas très attentif. Voilà, j'ai fait un peu de guitare ado aussi, guitare électrique, mais sans vraiment accrocher, parce que je savais jamais trop quoi jouer sur ces instruments. Et donc j'ai lâché la musique jusqu'à mes 19 ans, où j'ai commencé à écouter d'autres musiques, et j'ai entendu de la flûte irlandaise, et c'est comme ça que j'en suis arrivé à la flûte irlandaise et à la musique irlandaise, par extension. T'as jamais pratiqué d'autres instruments? Si, j'ai fait un peu de basse, je te vois venir. J'avais une basse en fait qui traînait chez moi et j'en ai fait, je saurais pas trop dire quelles années, mais jusqu'à peut-être 2013. Tu parlais de ta découverte de la musique irlandaise, donc tu t'es mis à la musique finalement assez tardivement, même s'il n'y a pas vraiment de mauvais ou de bon âge pour s'y mettre. Est-ce que tu peux me parler de ton premier choc de musique irlandaise? La première fois que tu t'es dit « Oh, c'est super ça ». Carrément. En fait, j'ai pas mal réfléchi, et en fait, avant vraiment la musique irlandaise, il y a deux choses. Mes premières expériences de musique un peu celtique, si tu veux. Et la première, c'était quand j'étais gamin. On était allé en Bretagne avec mes parents, je sais plus dans quel coin, peut-être Brest. Et là-bas, j'avais vu un groupe sur scène, un groupe qui s'appelle Les Dièzes. C'était un groupe de chansons à texte folk, on va dire, en français, avec un violoniste que j'ai pu rencontrer plus tard. En fait, c'était Zito, le violoniste de ce groupe. Donc c'était marrant de le rencontrer plus tard. Et en fait, Les Dièzes, c'était ma première rencontre avec de la musique un peu celtique, parce que c'était pas mal influencé, c'était pas mal influence irlandaise. Et ensuite, il y a eu, dans les années 2000, il y a un jeu vidéo qui est sorti qui s'appelle Final Fantasy Crystal Chronicles, qui a une OST que je recommande à tout le monde, qui est très teintée de musique irlandaise. Il y a beaucoup de flûtes, de bouzouki, de percussions type bodhran et tout. C'est très... les sonorités sont très celtiques, et ça, j'ai adoré ce jeu, en partie par la musique. Donc ça, c'était mes premiers chocs quoi, de musique en mode j'adore la musique acoustique un peu folk trad. Et plus tard, c'était en écoutant du folk metal. Donc c'est du metal avec des instruments traditionnels incorporés dedans. Et il y a un groupe qui m'a marqué, c'est Eluveitie, qui est un groupe suisse. Et l'album qui m'a marqué, c'est un album qui s'appelle Spirit, qui est très bien. Et en fait, c'est là que j'ai entendu vraiment de la flûte irlandaise, le tin whistle assez aigu. Et c'est là que je me suis dit, c'est quoi ce son et tout. Et je suis allé voir dans le livret du disque, et j'ai vu Tin and Low Whistles. Je suis allé chercher sur internet, et voilà. Et ça, c'est mes premiers chocs, on va dire. C'est comme ça que j'ai découvert la flûte irlandaise et cette musique-là, quoi. Est-ce que tu considérais que c'est ta première inspiration? Est-ce qu'il y en a eu d'autres ensuite quand tu as commencé à creuser le sujet du trad irlandais? Ouais, après, voilà, ça c'est mes premières, c'est ce qui m'a donné l'impulsion. Et après, forcément, quand tu découvres le tin whistle, tu peux pas esquiver en fait le fait de tomber sur de la musique irlandaise, la vraie musique irlandaise traditionnelle. Et les premiers disques que j'ai achetés, c'était en Irlande. J'ai acheté Molloy Brady Peoples, qui est un trio avec Matt Molloy, Paul Brady, Tommy Peoples, pardon, et oui, Paul Brady. Super disque en trio qui m'a beaucoup marqué, avec beaucoup de classiques de session. Et un autre disque que j'ai acheté, c'est un Bossy Band, je sais plus lequel. C'est les deux premières références que j'ai eues, que j'ai beaucoup écoutées. Et voilà. Pour le commun des mortels dont je fais partie, on pourrait vite se dire que bon bah tu fais de la flûte. Ouais. Et je sais qu'il n'y a pas qu'une seule flûte dans ton sac généralement. Est-ce que tu peux me dire quels instruments tu pratiques? Ou as-tu essayé de pratiquer? Parce que je sais que ton choix en musique irlandaise est quand même assez grand. Est-ce que tu peux revenir là-dessus et faire la différence entre ces instruments? Ouais. Le premier instrument en irlandais que j'ai fait, c'est le tin whistle. Je m'y suis mis en 2008. Donc c'est une petite flûte droite, voilà, un tin whistle assez simple, portative. C'est ce qui m'a plu aussi dans cet instrument. Ensuite, quelques années plus tard, en 2011, je me suis mis à la traversière irlandaise. Donc là, c'est une flûte traversière à 6 trous. En général, quand on débute, elle n'a pas de clé. C'est la flûte traversière qu'on voit en session. C'est un instrument assez connu. Et j'ai essayé le pipes, le hand pipes, pendant quelques mois. J'avais loué un pipes à l'espace musical. J'ai pas trop aimé en fait l'instrument parce que
j'avais du mal à rester harnaché à l'instrument. En fait, l'instrument, t'as un soufflet d'un côté, une poche de l'autre, t'as le chanteur dans la main, et en plus, tu dois être assis et t'es sanglé quoi, à ton instrument, donc ça m'a pas trop plu. Et donc je suis resté sur la flûte et le tinnouissol, et récemment, je me suis mis au piccolo aussi. Le piccolo, on peut dire piccolo irlandais quoi, en écoutant des vinyles de John Doonan, qui est un artiste qui a enregistré 2 vinyles de piccolo, qui sont vraiment très cool. Et ça m'a vraiment donné envie d'explorer un peu plus cet instrument, quoi. Donc là, voilà, tinnouissol, flûte irlandaise et piccolo. Mon instrument principal restant la flûte irlandaise quand même. Quand tu dis principal, c'est parce que c'est celui que tu affectionnes le plus ou celui dont tu te sers le plus? Les deux, en fait, j'aime beaucoup le tinnouissol, mais je trouve que la flûte, le son est un peu plus riche, il y a plus de dynamique. On a vraiment une grosse influence sur le son qu'on produit à la flûte traversière. Avec le temps et l'expérience, c'est celui qui me paraît le plus intéressant quoi, en session. Et le piccolo, je suis débutant, donc je peux pas encore te dire. Ça fait seulement quelques mois que je m'y attelle. C'est vraiment très agréable de t'entendre dire que tu es débutant dans quelque chose Ouais. qui finalement est très proche de ce que tu fais d'habitude, mais c'est preuve d'une jolie humilité. Comment t'organises la pratique de ces divers instruments? Comment je m'organise? En fait, déjà, ce qui me surprend souvent quand je discute de ça, de pratique et tout, c'est que moi, je me rends compte que j'ai toujours envie de jouer, en fait. Genre, c'est vraiment un truc qui me plaît, quoi, de jouer de la flûte au quotidien. Genre, si je passe 3 jours sans flûte, je commence et j'ai envie de jouer, quoi. Donc ça, c'est le premier point. Je pense que la motivation, elle est là, elle disparaît pas. Et après, en termes plus techniques, en fait, j'essaie de pratiquer l'instrument tous les jours. Donc au départ, quand j'ai découvert ça, vraiment, j'en faisais plusieurs heures par jour, quoi. 3 heures, 4 heures par jour, parfois. Et puis avec le temps, ma pratique, elle s'est un peu réduite parce que y a d'autres impératifs dans la vie, et voilà. Concrètement, comment j'organise ma pratique, c'est que je joue environ 1 heure par jour, j'essaie. Depuis quelques temps, j'ai incorporé quelques exercices aussi, parce qu'à la flûte, c'est un instrument qui peut être ingrat quand on fait pas d'exo et tout. Le son, ça vient pas comme ça tout seul, il y a un côté un peu musculation, si tu veux. Et puis ensuite, j'apprends du répertoire, des morceaux qui me plaisent, aussi beaucoup de morceaux que les autres jouent, mon entourage musical. Ma pratique, elle est vraiment centrée là-dessus, quoi. Et puis mes divers groupes. Toi, c'est quoi les difficultés que tu as rencontrées et qui t'ont le plus marqué dans ton apprentissage de cette musique-là? Les difficultés... le tinnouissol, quand j'ai débuté, j'étais tellement motivé. En fait, je pense que le temps que j'y ai passé, ça m'a paru assez facile de progresser. Quand je suis arrivé sur la flûte, là, c'est là que j'ai eu vraiment les premières difficultés de technique musicale, en fait, de apprendre en autodidacte et tout, pour un instrument un peu plus compliqué, où la position est asymétrique, où il y a une embouchure, faut gérer la position des lèvres et tout. Là, j'ai commencé à éprouver des difficultés en termes de souffle, en termes de son, en fait, comment positionner ses lèvres, sa bouche comme il faut pour produire un joli son. La posture aussi, à la flûte traversière, on a tendance à se crisper un peu sur l'instrument au début, donc ça peut être une difficulté. Et voilà, mais en fait, même encore maintenant, j'estime qu'il y a certains trucs où j'ai des difficultés, il y a certains ornements, j'ai un peu plus de mal, donc j'essaie de travailler ça. Mais ouais, je dirais plus, c'est vraiment l'embouchure à la flûte, c'était la difficulté principale, et en second, la respiration. Vraiment arriver à comprendre sa respiration, parce que en autodidacte, j'ai eu du mal à comprendre la respiration abdominale, comment avoir le plus de capacité dans ses poumons, comment donner la place à ses poumons quand on respire. Toutes ces choses-là, c'est des trucs que j'ai dû expérimenter en discutant avec d'autres musiciens, et puis en allant piocher aussi dans des livres de flûte. Voilà. Ça se passe comment, les débuts de ta pratique à Rouen? C'était quoi l'état de la musique irlandaise à Rouen quand toi, tu as vraiment commencé à la pratiquer? Donc, en fait, j'ai commencé tout seul dans mon coin. J'ai commencé à apprendre mon répertoire, mais sans me poser la question de à qui j'allais le jouer, quoi. C'est 2 ans plus tard, quand j'ai commencé à me dire, en fait, ça se joue en session, j'ai vu sur internet qu'on pouvait en jouer avec d'autres gens. En fait, avec Anthony Picard, qui a commencé la musique avec moi, on est allé, en fait, littéralement se balader en ville et aller dans les bars, demander si par hasard ils faisaient pas des sessions, quoi. Parce qu'il y avait... les réseaux, c'était pas aussi développé que maintenant. Il n'y avait pas d'annonce Facebook en mode session au saxo ou au gibier ou je ne sais où. Donc on est allé direct dans les bars. Et c'est au saxo que j'ai rencontré Fabien Truy. C'est la première personne que j'ai rencontrée qui m'a dit qu'il y avait des sessions à Rouen. C'est Fabien. Et donc il m'a mis en réseau, je pense, avec Pierre à l'époque. Et les sessions du Yesterday venaient de s'arrêter.
et les sessions du gibier de Potence allaient commencer. Et je suis arrivé là en fait. Les premières sessions au gibier, je pense que j'étais là. Donc voilà, donc l'état, il était transitoire. Il y avait un lieu qui fermait, un autre qui ouvrait, et j'ai l'impression que je suis arrivé au moment où il y avait un nouveau souffle avec les sessions du gibier. Les musiciens sur place, est-ce que vous étiez nombreuses? Quand j'ai débuté, on devait être une bonne dizaine en session. En gros, ça tournait autour des membres de Cattle Green. Plus quand même d'autres gens. Je pense qu'on était une bonne dizaine. Et puis en fait, ces sessions-là, comme elles étaient régulières, ça c'est les rangs ont grossi quoi. Petit à petit, on s'est retrouvé, je pense, à facile une quinzaine pendant longtemps quoi. Est-ce que pendant ce temps-là de sessions régulières, donc, tu as participé à d'autres événements que des sessions? Bah, il y a mes premiers concerts que j'ai fait à partir de... C'était quoi, 2012, je pense, mes premiers concerts. À part ça, non, sessions, répète avec mes groupes. Mais voilà, je participais surtout aux sessions, quoi. Et parmi tout ce groupe de musiciens, musiciennes, est-ce qu'il y en a que tu peux citer qui t'auraient encouragé ou aidé d'une manière ou d'une autre dans ta pratique? Le premier qui me vient à l'esprit, c'est Pierre Com. Quand je suis arrivé en session, je me souviens de la scène en fait. Je suis arrivé avec mon tin whistle au gibier de Potence et puis c'est lui qui m'a proposé la première fois de lancer une suite. Et je me souviens de la suite quoi. J'avais lancé Donny Brookfair et Fasten the Leg in Air, tu vois, c'est 2 jigs, et je me souviens de ce moment-là, tu vois. Donc Pierre, c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier et qui m'a fait découvrir ce que c'était de lancer une suite quoi. Pierre, il m'a pas mal inspiré au niveau du répertoire. Je voyais bien qu'il était meneur dans les sessions au gibier et que c'est lui qui proposait le répertoire. Donc j'enregistrais beaucoup les morceaux, j'en ai appris pas mal de Pierre. On n'en a pas parlé, mais il y avait Eric Lefort aussi, j'ai pas mal enregistré ses morceaux pour les réapprendre. Donc le répertoire d'Eric aussi, je l'ai pas mal pratiqué, je dirais. Donc ouais, Eric et Pierre, ils ont été inspirants au niveau du répertoire et aussi au niveau de la dynamique de jeu, quoi. Parce que je découvrais le style aussi, quoi. Le style irlandais, j'y connaissais pas grand-chose, donc c'est un peu eux qui ont formé mon oreille. Je fais une petite incartade, mais c'est un chouette fonctionnement parce qu'aujourd'hui, Pierre et Eric, ils fréquentent toujours les sessions. Ouais. Et donc on est souvent amenés à jouer ensemble avec eux et plein d'autres gens. Et moi, j'ai l'impression que leur répertoire a infusé chez toi et que tu as créé ton propre répertoire et que du coup, ton propre répertoire s'est infusé chez d'autres gens, comme moi par exemple. Et que du coup, quelque part, on a des morceaux en commun avec Pierre et Eric, sans avoir eu besoin du coup de les entendre par deux. Ouais. Et c'est vraiment une très belle sensation pour tous les gens qui n'auraient jamais fait de session. C'est vraiment une des meilleures sensations, je trouve, de session, de se rendre compte qu'on a un morceau en commun avec plein de gens. Ça fait partie des très chouettes moments de session généralement. Ouais, et puis eux aussi, en fait, eux aussi font l'effort d'apprendre des morceaux qu'on a pu proposer par exemple avec Anthony. Il y a des morceaux qu'on jouait dans nos premiers groupes, je me souviens que Pierre les avait appris, quoi. Donc c'était cool de voir qu'il y avait un vrai échange sans penser à l'âge ni au statut de bon musicien, moins bon musicien ou débutant. Il n'y avait pas ces questions-là, quoi. C'était vraiment juste le morceau nous tape dans l'oreille, on l'apprend. C'est comme ça que j'ai fonctionné, et que je fonctionne encore, d'ailleurs. Si on peut faire un petit focus sur l'apprentissage, justement, des morceaux, comment toi, tu apprends les morceaux, et surtout, est-ce que ta méthode d'apprentissage a évolué avec le temps? Les premiers trucs que j'ai appris, je pense que je les ai appris tout bêtement avec la partition et les tablatures, les petits symboles avec les trous ouverts, trous bouchés, qui étaient sur mon premier livre, et aussi avec le disque, il y avait un disque avec. J'écoutais beaucoup le disque pour capter comment le morceau se déroulait, parce que comme j'avais aucune notion de solfège, la partition c'était une limite pour moi, quoi. Donc j'avais besoin de l'oreille. C'était un mix, quoi, oreille et partition. Et en fait maintenant, ma méthode elle a évolué. Ce que je fais quand j'entends un morceau, c'est que déjà je l'enregistre, je me pose chez moi, et en fait je vais écrire moi-même la partition sur un logiciel ou sur un papier. Une fois que j'ai ma partition, je vais le jouer un petit peu. En général, j'ai déjà le morceau dans les doigts quand je fais ça. Et ensuite, je vais aller voir sur des Ossession ou d'autres sites, d'autres ressources, ou dans des bouquins, si ma version correspond à peu près à ce qui est joué en session. En général, oui, puisque je l'ai pris d'un enregistrement que j'ai fait en session. Et voilà. Ça m'intéresse que tu racontes, parce que ce qui était une limite au début de ton apprentissage, tu disais toi-même, je connaissais pas le solfège, j'arrivais pas à lire les partitions. Là, c'est devenu ton outil premier. Ouais. Quoi. Tu commences par ça. Est-ce que tu considères toujours aujourd'hui que, entre guillemets, le solfège, c'est pas ton domaine, ou est-ce que tu as su
évoluer sur ce sujet, te dire bon bah j'ai appris et donc maintenant je sais des choses. Est-ce que c'est un truc que tu diffuses aussi auprès de tes élèves, parce qu'on va en parler, mais t'as aussi des élèves, l'apprentissage basique, on va dire, de lire les notes et les partitions? En fait, j'ai énormément évolué là-dessus. J'ai eu de la chance aussi, c'est que dans certains de mes projets, on en parle à tort, mais notamment Draenei et tout, j'étais confronté à la partition. Pour comprendre comment le morceau se déroule, il fallait que j'arrive à capter le rythme, la partition, tout ça. En sortant de mes retranchements, j'ai compris plein de trucs sur le solfège, et aussi, c'est pas mal d'avoir commencé par l'oreille, et d'être arrivé après à la partition à essayer de comprendre, parce qu'en fait, il y a plein de choses que j'ai acquis inconsciemment, sans m'en rendre compte. Les rythmes et tout, les temps, tout ça, c'est des choses que j'ai expérimenté en jouant. Je me suis jamais posé en me disant comment ça fonctionne, une mesure et tout. Et quand je me suis mis à faire ça, là, j'ai compris assez rapidement. J'expérimente toujours, hein. Il y a encore des trucs que je découvre au niveau solfège et tout. Et puis effectivement, tu l'as dit, la transmission, transmettre à des élèves, t'es obligé en fait de parler le même langage. Par moment, la partition, c'est très utile. J'aime bien ce discours parce que, en dehors des cadres scolaires de conservatoire ou d'école de musique, on a toujours l'impression que les gens vont avoir peur de l'outil solfège, de la partition, faut apprendre à lire, faut apprendre à faire tout ça. C'est évidemment pas nécessaire spécifiquement d'ailleurs dans le trad irlandais, puisque ça restera, je pense, à jamais une musique à transmission orale. Mais tu fais partie des gens qui encouragent un peu à apprendre même les bases, parce que c'est un outil facilitant, une fois qu'on l'a, on l'a, et effectivement, c'est une langue commune avec tout un tas d'autres gens. Et en fait, c'est tout bête, mais la partition, quand tu comprends pas quelque chose à l'oreille, ce qui peut arriver, quand tu débutes, tu comprends pas la structure d'un morceau, il y a un passage qui te fait un peu bizarre, tu prends la partition, tu vas tout de suite voir la structure du morceau, quoi. Par exemple, quand tu regardes une polka, tu vois tout de suite comment c'est fait, une polka. Tu vois qu'il y a un motif A, un motif B, un motif A, un motif C, ça c'est la phrase 1, et en fait, tu vois, il y a beaucoup de choses qui se répètent, et tu comprends beaucoup plus facilement comment c'est structuré, et du coup, tu as moins d'efforts après à faire, à réapprendre des bouts que tu connais déjà du morceau. Et puis, ouais, la partition, il faut pas prendre ça comme l'élément principal, je pense, parce que si on fait que de la partition, on passe à côté de tout ce qui est accentuation, ornementation, d'autres éléments des vrais éléments de style qui font que ça sonne irlandais. Par contre, quand on a conscience qu'il y a ces éléments de style-là et qu'on les connaît à l'écoute, la partition, c'est un bon support. Puis c'est évidemment un très bon support pour garder des traces de ce qu'on joue. C'est évident que c'est un outil hyper important, quoi. On va entamer une partie qui, je pense, va être très importante dans notre entretien, mais as-tu, toi, initié ou participé à des projets liés à la musique irlandaise? Alors, oui, bien sûr que oui, mais du coup, est-ce que tu peux nous les détailler ou alors nous faire un portrait un peu... Carrément. Donc je participais un peu aux sessions, mais le premier vrai projet que j'ai eu, c'est mon premier groupe qui s'appelait The Travelers. C'est un groupe de musique irlandaise que j'ai monté avec Anthony Picard. Parce que quand j'ai commencé le Tin Whistle, Anthony il avait une guitare qui traînait chez lui. Et en fait, je me souviens à l'époque, je l'ai un peu tanné en fait, pour qu'il m'accompagne. Et c'est comme ça qu'il s'est mis avec moi à la musique, et c'était trop bien, quoi. La pratique avec Anthony, ça a donné naissance à ce premier groupe, The Travelers. Au départ, on était que deux, mais on cherchait un troisième membre, et le troisième membre, on l'a trouvé, en fait, je l'ai trouvé par hasard. Alors que j'étais chez ma sœur, dans son immeuble, j'entends un violon. En fait, je suis allé toquer à la porte, je tombe sur Caroline Gournel, une violoniste classique. Je lui en parle, on fait de la musique irlandaise, est-ce que par hasard ça t'intéresse, parce qu'on cherche des mélodistes, quoi. Et donc ça l'a chauffé. Donc elle a rejoint le groupe. Et puis il y a aussi Benoît Carrel. Je sais plus trop comment s'est fait la rencontre avec Ben, mais je pense que c'est à la fois au gibier de Potence et à la fois sur Facebook, on se côtoyait, on discutait. Et donc j'avais filé mon premier Baudran, j'avais un vieux Baudran Waltons à 40 balles, que je lui avais donné en mode vas-y, viens jouer avec nous, quoi. Et on a monté The Travelers en 2010, je crois, ou 2011. J'ai énormément pratiqué avec ce groupe parce qu'on se voyait tous les samedis et on répétait de 14h à 18h, quoi, tous les samedis. On était vraiment acharnés. Ce qui était cool dans ce groupe, c'est qu'on était tous partis quand même du statut de débutant pour progresser vers peut-être un statut intermédiaire, quoi. Voilà, donc ça c'est The Travelers, premier groupe, première expérience importante quand même. Ensuite, il y a un autre groupe qui a été important dans ma vie de musicien, c'est Draenei, dont tu fais partie. Donc Draenei, c'est un groupe de folk metal, donc metal avec des instruments folk, qui s'inspire des écrits d'un auteur anglais qui s'appelle David Gemmell. C'était du metal thématique fantasy,
Enfin, c'est toujours d'ailleurs, le groupe existe encore, t'es encore dedans. Ce groupe-là, je l'ai rejoint en 2012, et je l'ai rejoint pas au whistle, mais à la basse. Bon, c'est quand même vite aperçu que la basse, c'était pas mon instrument principal. Ben était à la guitare, alors que la basse, c'était son instrument principal. Et on a fait une sorte de jeu de chaise musicale, qui fait que tout le monde a repris sa place. Et là, ça a commencé à avoir quand même une tronche sympa, Drenaille. Donc Drenaille, c'était quand même 7 zikos. Ce groupe-là, il a été hyper formateur pour moi sur plusieurs trucs. Déjà sur la scène, on a fait beaucoup de concerts. Et comme c'est un groupe de métal, l'énergie, c'est pas la même, quoi. C'est une énergie, c'est assez intense. On défendait un univers de fantasy, donc il y avait les costumes qui allaient avec. J'étais pas branché, j'avais un micro, mais on pouvait se balader où on voulait. Ça, c'était un truc très formateur au niveau de la scène. Et je pense que Drenaille, ça m'a vraiment apporté une certaine confiance, tu vois, sur scène. Croire en ce que je propose, tu vois, musicalement. Et ça, à chaque concert, j'y pense, tu vois. Et ça m'a aussi appris des trucs importants au niveau de la théorie musicale. Parce que les arrangements sont pas du tout les mêmes qu'en traditionnel. Il y avait plutôt des longs morceaux, avec c'était ponctué d'interventions au tin whistle, et en fait, des fois, je prenais en cours de mesure et tout, fallait que je compte les temps. Et ça, au début, c'était une vraie difficulté, parce que quand t'es débutant, quand t'as pas de notion de solfège et que t'es habitué au traditionnel où c'est très structuré, quand t'arrives, on te demande d'arriver sur le 3e temps d'une mesure, de t'arrêter au milieu d'une autre. C'était très compliqué au début, mais ça m'a beaucoup appris. Et voilà, Drenaille, groupe important quand même. J'en garde des super souvenirs. Et Drenaille, j'ai arrêté en 2019, en janvier 2019, parce que en fait, la musique, ça devenait une part importante de ma vie professionnelle. Et malheureusement, la musique métal, c'est compliqué d'en vivre. Donc j'ai dû faire des choix. Et voilà. Donc ça, c'est pour Drenaille. Ensuite... Est-ce que tu serais en train de lire des notes? Je suis en train de lire des notes, je sais pas. Donc ensuite, il y a ce trio aussi dont Fabien a parlé, Shamrock on Stout. Je vais en parler brièvement, mais en gros, on avait monté un trio avec Fabien Truy et Benoît Carrel. Et on a fait un concert et ça a splitté. Ça ne l'a pas fait, c'était pas le moment, il n'y avait pas d'alchimie, musicalement il se passait pas le petit déclic. Donc on a arrêté d'un commun accord, on s'est dit on va pas forcer quoi. Et 3 ans plus tard, j'ai monté avec Fabien et Théo Black Sheep, trio de musique irlandaise avec 2 flûtes et guitare-chant didgeridoo. On a fait une 60aine de concerts et c'était cool au niveau de l'arrangement. Avec Théo, en fait, à 2 flûtes, on se prenait un peu la tête quand même pour que les morceaux, pour qu'on joue pas toujours à l'unisson, sinon c'est pas intéressant, autant être tout seul. On a enregistré un album en 2018. Le groupe est passé en duo à partir de 2019, je crois. Théo avait des études à faire à Grenoble et ça faisait trop loin pour continuer le groupe, les répètes. Et la dynamique n'était pas la même, il y a eu le Covid qui a aussi un petit peu secoué le groupe. On a arrêté le groupe en 2022. On a fait notre dernier concert en 2022. Une chouette expérience aussi, Black Sheep. Après Black Sheep, j'ai monté avec toi, avec Lucas et avec Justine, Shenanigans. Donc Shenanigans, c'est un quatuor. Toi-même, t'es au banjo bouzouki, Lucas à la guitare, Justine à la contrebasse et moi à la flûte. Donc les couleurs sont chouettes avec la contrebasse. Et on a aussi souvent les danseuses Hélène et Faucine de Souffle Celtique qui nous rejoignent sur scène et on a monté vraiment plus ce truc-là en mode spectacle familial. C'est vraiment chouette. Et Shenanigans, c'est parti d'une impulsion que j'ai eue juste après Black Sheep. J'avais envie d'enregistrer un truc. Je sais pas, je voulais enregistrer quelque chose. Et j'avais monté un petit set. On en a discuté entre nous, et puis en fait finalement je me suis dit si vous êtes chaud pour jouer avec moi, let's go, on part de ce set là, et on crée un groupe et ça a donné Shenanigans. Oui, c'est vrai que je me souviens que la discussion de départ c'était de te dire ah mais du coup c'est cool, tu veux faire tourner ton album sur scène, nous on peut être tes musiciens, il n'y a pas de problème. C'est ça. Puis finalement ça s'est transformé en projet... je trouvais ça un peu présomptueux quand même de dire Martial Benoît, enfin je suis personne, tu vois, voilà, ça me ressemble pas. Je voulais vraiment qu'on monte un groupe. C'est des bons moments aussi, Shenanigans. Avec la danse, c'est vraiment une autre dynamique. On touche vraiment un autre public, d'autres scènes aussi, des théâtres, des salles un peu plus grandes. Ça, c'est vraiment chouette. Le même mois, j'ai rejoint Gaelic Club. Gaelic Club, c'est un groupe sur Caen qui est né des cendres d'un autre groupe qui s'appelait 4 de Trèfle. Et le groupe s'est arrêté. Sylvie et Kevin ne voulaient pas rester sur ça, ils voulaient continuer à jouer. Donc ils ont décidé de changer la formule, prendre un nouveau nom. Et ils ont fait appel à Guillaume Hugo, guitariste, et ils m'ont appelé un jour, je reçois un appel, voilà, on monte un nouveau groupe, est-ce que par hasard ça te tente de jouer avec nous quoi? Donc j'ai dit oui.
Et donc Gaelic Club, c'est un groupe vraiment musique traditionnelle et chanson. Donc voilà, Gaelic Club, ça joue aussi tranquillement. On prend des petites dates par-ci par-là. Et ça fonctionne très bien. J'ai un autre projet qui s'appelle Windmill aussi. Windmill, c'est un projet que je fais tout seul chez moi. L'idée de base, c'est vraiment de proposer un truc où c'est beaucoup d'instruments avant, quoi. Donc c'est beaucoup de flûtes, il y a pas mal de secondes voix, j'essaie de faire des arrangements un peu sympas. Et j'ai enregistré un petit EP, Windmill, c'est flûte irlandaise et shruti box. Donc shruti box, c'est un instrument qui fait des bourdons. Je me mets pas la pression, Windmill, c'est un projet que je veux faire tout seul, et surtout, je veux le faire avec les moyens du bord. J'aime bien faire ça chez moi pour développer mes compétences en termes de son aussi. Voilà. Et enfin, dernier projet, c'est le disque avec Anthony. On a enregistré un petit album flûte et banjo, enfin flûte banjo guitare, à deux. Et on l'a sorti en décembre 2024. Et là, en ce moment, on a fait une date. Et on s'est dit que ça fonctionnait bien, en fait, en live. On prend un accompagnateur avec nous, le set fonctionne très bien. On a des disques et tout, donc c'est un bon moyen de défendre notre musique aussi. Et puis, c'est un objet qui symbolise un peu notre amitié musicale. On a commencé ensemble, on prend du répertoire qu'on aime bien, on se met un peu de challenge aussi, quoi. Il y a des morceaux un peu alambiqués, il y a des trucs très simples aussi, on essaie de mettre des arrangements un peu originaux, voilà. Puis en fait avec Anthony, même s'il habite plus dans le coin depuis quelques années, il y a quand même une connivence musicale, on adore jouer ensemble, quoi. Et quand on joue ensemble, ça match, quoi. Il y a plusieurs personnes avec qui ça fait ça, forcément les gens avec qui tu joues le plus. Mais Anthony c'est particulier vu qu'on a débuté ensemble. Et il y a des morceaux, par exemple sur le disque, il y a Gomer Undaboots, qui est un morceau que j'avais chopé dans une vieille méthode, un truc qui a jamais été enregistré, donc ça nous faisait marrer aussi d'enregistrer ces morceaux-là, quoi. Il y a des petites blagues dans les noms, enfin ça nous correspond, quoi. Voilà. Très bien. Voilà pour les projets. Super. Tu participes et t'organises aussi très régulièrement des sessions de musique irlandaise. Est-ce que toi, tu veux bien nous en dire un mot sur comment ça t'est venu? Est-ce que ça t'apporte de différent par rapport au fait de monter sur scène? Ouais, alors la session, j'ai toujours pratiqué en session, avec plus ou moins d'assiduité. Hein. Il y a des périodes plutôt où j'allais pas en session, ou alors j'y allais, mais finalement je jouais pas. L'organisation de session, c'est vraiment venu avec l'association Mira. Quand on a décidé de un peu essayer de redynamiser à notre échelle et faire venir un peu plus de monde en session. Et après, organisation, c'est un grand mot parce que c'est plus Lucas qui s'occupe des contacts avec les bars et des dates. Je suis présent, je suis capable de lancer des suites. Je pense que je peux centraliser aussi un peu le répertoire des différentes personnes parce que ça fait un petit moment que je suis là. Moi, je peux aller au-delà de ton humilité naturelle et dire que il y a quand même toute une période qui est pas si lointaine, enfin oui, pas lointaine du tout, où je pense que les sessions auraient été compliquées sans toi parce que c'est quand même des périodes de jeu très longues. Et en fait, tout simplement, tu faisais partie des rares de notre petit groupe là à avoir énormément de répertoire. Donc je pense que tu as eu aussi beaucoup ce rôle-là, qui tend un peu à disparaître, et c'est chouette. Moi je dirais que mon rôle il est plus soutenir mélodiquement en fait. Hein. Mais bon, si j'étais pas là, ça fonctionnerait aussi bien, quoi. Mais voilà, en termes d'organisation de session, c'est tout. Après, avant Mira, je me suis contenté de suivre, en fait. Voilà, je suivais pas mal Anthony en organisait pas mal, Pierre aussi. On en a fait pas mal au Havre, on en a fait un peu à Caen, on en a fait quelques-unes à Amiens, je crois, avec Anthony aussi. Et voilà. Même si c'est pas le sujet central de cet entretien, est-ce que tu veux bien nous parler rapidement de la naissance de l'association Mira ? Ouais, carrément. Donc l'asso Mira, elle est née en 2023. Je me souviens plus exactement du moment, de l'impulsion, mais je crois Anthony partait à Grenoble. Il avait un accord avec la Porte Ouverte pour faire des sessions tous les mois. Et je crois qu'il a refilé ce plan-là à Lucas. Et on s'est retrouvés un peu dans cette config où on allait tous les trois à la Porte Ouverte pour faire vivre le truc. Et il me semble qu'on s'est dit, il n'y a pas grand monde, ce serait cool qu'on communique un peu sur le fait qu'il y ait des sessions, faire venir des gens, essayer de faire venir des nouvelles têtes, parce que en fait si tu communiques pas les sessions, personne va savoir que ça existe et personne va venir, fatalement. Donc je crois que c'est parti de cette impulsion-là, je sais pas si tu peux... Ouais, tout à fait, et je me souviens que tu es un peu le premier, on t'a suivi très vite sur ce point-là, mais je crois que tu as été le premier à dire, en fait une structure associative, ce qui est cool, c'est que ça nous permettait de sortir des sessions pour aller faire ce qu'on propose d'autres dans Mira, notamment les ateliers, et donc d'aller chercher des gens qui n'osent pas passer le cap. Ouais. En fait, c'était un peu ça l'impulsion de départ aussi, il nous faut quelque chose pour accrocher les gens qui sont en périphérie de ces sessions, qui regardent ça d'un bel œil, mais qui n'osent pas entrer dans le truc. Ouais. C'est vrai que
t'arrives en session, on est 20 à jouer, enfin c'est intimidant quoi. Oui, très. Donc c'est un effort social aussi. C'est un effort aussi social, musical aussi, parce que t'arrives, tu sais jamais si ce que tu vas proposer ça correspond exactement. Donc oui, c'est vite venu, c'est vite arrivé cette idée d'atelier, de transmission, d'essayer de dynamiser, de faire découvrir aux gens quoi. Et ça a bien pris, ça a vraiment bien pris quoi. Je suis très fier du résultat, c'est très cool. Avant de revenir rapidement là-dessus, il y a 2 sujets que j'aimerais bien aborder avec toi. Tu attaches beaucoup d'importance à la transmission et tu as poussé le concept très loin. Je voudrais commencer par parler de ta chaîne YouTube, qui vient d'atteindre un joli score d'ailleurs d'abonnés, sur lequel tu postes extrêmement régulièrement. Je veux dire, c'est quasi hebdomadaire, même plus. Il y a des périodes quoi. Bah oui, je peux t'en parler. En fait, la chaîne YouTube, comme je te disais, j'ai toujours aimé créer des trucs. Moi, j'ai ce besoin-là de... Faut toujours que je sois en train de produire quelque chose, sinon je me sens pas bien. Et quand j'ai commencé la musique, en fait, en fait, ça m'est venu naturellement, quoi. De filmer un petit peu, d'enregistrer aussi beaucoup. Ce que je faisais en répète aussi, avec les Travelers, nos premières répètes, quand ça commençait à ressembler à quelque chose, j'aimais bien enregistrer pour réécouter derrière, voir comment ça sonne. J'ai commencé à me filmer comme ça et j'ai commencé à me mettre sur YouTube parce que j'étais beaucoup sur un forum qui s'appelle la communauté francophone des flûtistes irlandais. Et j'ai beaucoup filmé pour poster sur ce forum, demander des conseils en fait. Et voilà, cette chaîne YouTube là, elle est restée dans cet état là pendant... Je sais pas, là ça fait facile 15 ans que je l'ai je pense. Et en fait je poste régulièrement, mais il y a aussi beaucoup de trucs que j'ai supprimés. Et là, dernièrement, j'essaie d'augmenter la qualité. J'essaie vraiment de proposer des choses plus sérieuses. Je fais des tests d'instruments de musique, je fais des vidéos tutoriels où je joue le morceau, il y a les tablatures, la partition et on peut ralentir via le lecteur YouTube pour apprendre un morceau. J'ai des projets aussi de shorts, donc les formats courts sur YouTube. J'aimerais bien introduire en fait des personnalités de la musique irlandaise en quelques secondes et ça c'est un projet que je suis en train de tourner, de monter. Je vais les poster à partir de janvier 2026. Et des suites aussi, des petits moments musicaux avec les copains, des vidéos de concerts, des medleys, voilà, un peu de tout. Mais je dirais que donc, le truc que tu fais beaucoup, c'est donc des vidéos tutos. C'est peut-être lié, tu vas peut-être pouvoir me répondre, à une autre de tes activités, qui est l'écriture de livres de méthodes. Ouais. Est-ce que tu veux bien nous parler de ces 2 méthodes que tu as écrites et développées? Carrément. En fait, donc, pour revenir au départ de l'impulsion, en fait, les cours de musique, j'ai commencé à en donner en 2013, chez Galaor. J'ai donné des cours à Galaor de 2013 à 2015. Et ces cours-là, chez Galaor, c'était très cool. Et ça m'a donné... vraiment, j'ai découvert que j'aimais bien transmettre, quoi. En 2015, ça s'est arrêté. Et j'ai commencé à donner quelques cours à domicile à certains des élèves de Galaor. Ça s'arrêtait, mais il y en avait 2 ou 3 qui souhaitaient continuer à prendre des cours. Donc j'ai commencé à donner quelques cours. Et après... ça s'est essoufflé, ça s'est arrêté parce que j'avais d'autres projets. Et ça a repris en 2021, où là, en fait, moi-même, j'ai pris mes premiers cours avec Brendan Mulholland, super flûtiste et super pédagogue. Et ça a été un peu une claque pédagogique, en fait, de prendre... J'ai pris, je sais pas, peut-être une dizaine de leçons avec lui. C'est ce musicien-là qui m'a fait comprendre que la flûte, il fallait un vrai travail de recherche du son, d'écoute. Et il fallait, par exemple, les exercices pour se chauffer, j'en faisais pas avant. Et voilà. Et les cours de Brendan m'ont carrément propulsé. Moi, je l'ai senti en termes de son, de jeu, et aussi je l'ai observé avec les retours des autres en fait en festival. Donc, je me suis dit, c'est dommage de plus transmettre, je donnais plus de cours. Et là, j'ai commencé à... Je voulais redonner des cours, j'ai mis une petite annonce et tout, puis finalement il y avait de la demande, quoi. Il y a quelques personnes qui ont pris des cours, et là ça s'est beaucoup développé. Et je fais des petits documents que je vais envoyer à mes élèves pour qu'ils puissent travailler certains actes, parce qu'il y a des cours que je donne en visio, et en fait en visio, c'est compliqué, tu peux pas jouer en même temps. Donc en visio, c'est un apprentissage différent, c'est plus basé sur le dialogue, et ensuite, paf, je te donne un petit truc à travailler, et pour le prochain cours, tu le travailles, on voit comment ça se passe. Donc ces petits documents-là, ils devenaient de plus en plus conséquents. En fait, à la fin, ça commençait à faire 30 pages, 40 pages. Et je me suis dit, mais... en fait, ça ressemble presque à une méthode. Et en fait, je me suis dit, il n'y a pas vraiment de méthode de flûte traversière irlandaise en français. Et donc, j'ai rédigé cette méthode de flûte en 2022. Et plus tard, en 2024, donc 2 ans plus tard, j'ai décidé de faire une autre méthode, mais un peu sur la même mouture, mais adaptée au mi sol. Et voilà.
Et depuis, j'en vends régulièrement, ça fonctionne bien, j'ai énormément de bons retours. Et voilà, je suis distribué par quelques boutiques en ligne. Et puis j'en vends aussi beaucoup par moi-même, en festival ou par le bouche à oreille. Est-ce que pour les méthodes, tu envisages un futur, d'autres volumes, d'autres... Bah, pour l'instant, non. Je trouve que les deux méthodes sont assez complètes. Enfin, elles font chacune à peu près 170 pages. Et je pense que ça mérite pas d'être augmenté. Par contre, je m'interdis pas de publier peut-être un répertoire. J'aimerais proposer un répertoire de standards de session, mais avec peut-être des anecdotes sur l'historique du morceau, comment il a été, comment il a survécu, ce que veut dire son nom, enfin des choses comme ça. Ça me plaît de faire ce travail-là, donc je pense qu'un jour je proposerai un répertoire. C'est dans mes projets. Faut que je m'y mette. Tu as évoqué le mot festival à plusieurs reprises. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et pourquoi, comment tu y participes? Ouais, donc en fait ce qu'on appelle un festival, quand on est musicien trad irlandais, c'est des rencontres. C'est plein de musiciens qui se réunissent en un lieu, c'est plus ou moins organisé, c'est plus ou moins grand, et en fait on se rejoint pour faire des sessions. Voilà, ça c'est un festival. Et j'ai commencé, donc oui je participe à pas mal de festivals, j'ai commencé à participer je pense en 2012, on est allé à Mesquer, en Loire-Atlantique avec Anthony, premier festival que j'ai fait, là je me suis pris une claque. Tu sors de tes sessions à 10 musiciens à Rouen et t'arrives en festival et t'es 50 à jouer dans la session, quoi. Donc c'est hyper impressionnant. En termes de morceaux, t'entends énormément de trucs que tu joues pas. Le premier festival, j'ai dû jouer une demi-heure sur 4 jours, quoi. Donc tout le reste du temps, j'ai enregistré avec mon Zoom. Et en rentrant à Rouen, j'ai commencé à prendre des morceaux. Donc ça m'a donné une autre dynamique aussi. J'apprenais pour les sessions à Rouen, mais aussi pour l'été prochain. C'est une autre dynamique d'apprentissage, quoi. Donc ouais, Mesquer, j'ai pas mal participé. Le festival de Poitiers aussi, qui se passe en avril, que j'aime beaucoup. J'ai fait pas mal Tocan. J'ai fait pas mal Arzon. J'ai fait aussi un festival à Brain-sur-Vilaine qui s'appelait Music on the Brain, qui était cool, mais qui n'a plus lieu, je crois. Et voilà. Et j'ai fait aussi dernièrement le festival à Plo, le Festirland, où c'était mon premier festival en tant que prof de flûte. Donc ça, en termes de transmission, c'était très sympa aussi. Voilà. Donc ouais, le festival, pour moi, c'est très intéressant parce que tu apprends beaucoup. Comme tu joues longtemps, quand tu vas en festival, tu y es minimum pour 3 jours. Donc tu vas jouer 8 heures par jour pendant 3, 4, 5 jours. Et tu vas entendre beaucoup de musiciens différents, tu vas entendre des choses que tu n'entends pas dans ta ville. Et tu vas rencontrer aussi des pointures. Ils font venir des Irlandais qui vont transmettre leur savoir. Il y a des stages qui sont proposés, enfin il y a beaucoup de moyens de progresser en festival. Et voilà, donc très important je pense, du festival. On arrive un peu vers le dernier tronçon de l'entretien. Je vais commencer par la question qu'on pose à chaque fois. Selon toi, comment se porte la musique irlandaise à Rouen? Elle se porte bien. Je trouve qu'elle se porte très bien, notamment parce qu'il y a eu beaucoup de nouvelles personnes qui sont arrivés, qui sont plus jeunes que nous et qui sont arrivés dernièrement et qui, je trouve, ça a pas mal dynamisé, rien qu'en termes de nombre. Quand tu passes de 10 à 15 à 20, bah, ça commence à donner quelque chose, quoi. En termes de son, ça sonne. Donc ouais, ça se porte très bien, je trouve. En parallèle, il y a toujours les vieilles sessions qui ont encore lieu, au gibier, au saxo. Donc je trouve que ça cohabite quand même plutôt bien, quoi. Ça demande de l'organisation. Je parle à titre de membre Mira. Ça demande de l'organisation parce qu'il faut coordonner tout le monde, faire le calendrier des sessions, tout ça. Mais je trouve que ça en vaut la peine parce que les gens ont les dates en tête. Et voilà, je trouve que ça tourne bien. Et les gens aussi créent de plus en plus d'initiatives privées chez eux. Ça me rappelle en fait quand je jouais avec Anthony, où on se voyait en dehors des sessions pour bosser notre répertoire et puis après on allait le rôder en session. Je pense que c'est un peu la même dynamique et c'est... Le challenge, c'était non seulement d'attirer des gens, mais aussi de les garder. Et on peut dire qu'on a une chance infinie parce qu'en vrai, toute la génération de personnes qui est arrivée d'un coup, en plus d'être un peu plus jeunes que 12 autres et que les précédents, ils ont développé un intérêt fort pour cette musique-là. Maintenant, ils se déplacent en groupe, en festival et tout. Ça a même créé des amitiés, quoi. Donc c'est très chouette à voir. Mais t'as raison de dire que on a eu de la chance. Parce que, je pense qu'on est chanceux. Tu vois, Eric, il en parlait dans son interview de l'inquiétude qu'il n'y ait pas de reprise de flambeau. Et en fait,
Bon, nous, on est arrivé avec Anthony, mais en fait, je me souviin, j'ai vu énormément de gens venir en session et repartir, en fait, et jamais revenir. Il y a plein de gens j'ai pas les noms en tête, mais j'ai vu beaucoup de gens se mettre à un instrument, venir à quelques sessions, et après arrêter d'un coup, parce que bon, il y a des projets de vie, mais il y a aussi, peut-être qu'il manquait une accroche, quoi. Parce que quand tu arrives en session et que tu es débutant, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça peut être décourageant. Tu apprends ton répertoire et il y a un moment où il y a un palier à passer pour se sentir à l'aise et prendre part vraiment à la session et la faire évoluer, tu vois. Et je trouve que Mira fait bien ce lien, quoi, avec les ateliers, les slow sessions qui ont repris. Voilà, ça marche bien. Tout à fait. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ta vision à toi de la musique irlandaise et dans quel objectif tu la pratiques? Alors, c'est un peu étrange de te poser ces questions-là parce que moi je sais que c'est une partie énorme de ta vie professionnelle mais aussi personnelle. Ouais. Ma vision de la musique irlandaise. Moi je dirais que je vois ça comme une musique de partage. C'est le point principal, je trouve. C'est que c'est une musique... En fait, avant de faire de la flûte irlandaise et les instruments que j'ai pu essayer, guitare et tout ça, j'ai pas persévéré parce que je savais pas quoi jouer. Tu vois, la guitare, bah, tu vas faire des reprises et tu vas les jouer tout seul, ou au pire tu vas trouver 2-3 potes pour jouer, mais la musique irlandaise, il y a un répertoire, et je trouve que c'est le gros intérêt de cette musique, c'est qu'il y a un répertoire commun, et il y a énormément de gens qui jouent ce répertoire commun, et c'est facile à partager, quoi. Tu vas en festival, tu connais personne, et bah tu peux quand même jouer Joe Cool ou que sais-je, et les gens te suivent. Ça, c'est une facilité pour jouer avec les autres, quoi. Et moi, ça m'a fait découvrir vraiment plein de sensations trop cool, quoi. Le plaisir de jouer avec d'autres gens, je trouve ça énorme. Donc ça, je vois ça comme une musique de partage. Tout ce que je fais, tout ce que j'apprends, c'est dans le but d'aller le partager derrière, en fait. C'est très rare que j'apprenne un morceau pour moi, sauf quand je veux apprendre, je sais pas, un morceau compliqué pour bosser ma technique ou ce genre de truc là. Mais même ça, en fait, même ma technique, je la joue pas, enfin, je la travaille pas juste pour être plus fort techniquement. Je la travaille pour mieux transmettre aux autres, pour mieux jouer en session, que proposer un truc toujours un peu mieux. Voilà, c'est le partage, c'est ma principale motivation, quoi. Et puis jouer dans les groupes, pareil, partager avec les copains, tout, c'est trop cool. Voilà. Ça fait une presque belle conclusion. J'aurais une dernière question pour toi qu'on pose aussi à tout le monde. Quel conseil, alors ça peut être un comme plusieurs, mais tu donnerais à quelqu'un qui veut commencer la musique traditionnelle irlandaise? C'est dur de donner des conseils qui n'ont pas été donnés. Ça commence à se... Peut-être c'était des bons conseils. Donc... C'était des bons conseils. Non, moi je dirais, l'écoute elle est importante. Moi je sais que je progresse beaucoup plus facilement et rapidement depuis que j'écoute beaucoup de flûte. En fait, là on voit pas, mais j'ai une collecte de CD de flûte que j'accumule et régulièrement je me les écoute un par un en fait. Je fais tourner tous ces CD là et en fait il y a une pluralité de sons, de styles, de phrasés, de toutes ces choses là et en fait par l'écoute ça va te donner une direction vers ce vers quoi tu veux te diriger. Donc l'écoute c'est important de ton instrument et aussi de groupes d'autres instruments. Je sais que j'aime bien écouter du violon parce que le violon c'est une autre dynamique de jeu et quand tu essaies de reproduire ça à la flûte ça te sort tes retranchements et ça te fait apprendre des choses en fait. Donc l'écoute, et puis après, faut persévérer, quoi. Faut apprendre du répertoire. Ce que je conseillerais, c'est d'apprendre vraiment des classiques de répertoire, en fait. Parce que y a beaucoup cette problématique-là au début. Quand on commence, on a envie de jouer ce que certains musiciens connus vont jouer, mais c'est pas toujours des morceaux très abordables. Et c'est pas toujours des morceaux très joués. Donc si j'apprends mon morceau un peu compliqué et tout, et que j'arrive en session, je le joue, personne me suit, c'est un peu dommage. Alors que si je veux apprendre un morceau très simple, très traditionnel dans sa structure, ça va peut-être être moins intéressant de le bosser chez moi, mais quand je vais arriver en session, là je vais découvrir à quoi il sert ce morceau, tu vois. Il y a des morceaux très simples, ils prennent vie que quand tu les joues avec d'autres, quoi. Donc apprendre des classiques, ce sera un de mes autres conseils. Et voilà, discuter avec les gens, partager autour du répertoire, de la technique, c'est important aussi. Voilà. Eh ben super, merci Martial pour tout ce temps et ces précieux conseils. On peut te retrouver en session, on peut te retrouver en concert dans presque tous les groupes que tu as cités finalement, ouais. En tout cas les plus récents. Et on peut te retrouver sur YouTube. Carrément. Eh ben très bien. Bah, c'était un plaisir. À très bientôt alors. À bientôt.